car ce soir nous allons aborder la mitzvah de l'obligation de consommer, d'après en tout cas le Rav HaPoskim, un kazaït de pain, mais aussi de nourriture dans la souka le premier soir, ainsi que le statut de celui qui souffrira pendant souka. Est-ce que, en fin de compte, on a l'obligation absolue de manger sur la souka? Les khatrila, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui est en bonne santé, bien entendu, il faut accomplir la mitzvah de la souka, comme on l'a vu d'ailleurs dans la précédente halakha, où nous avions expliqué que l'interdiction de consommer un repas régulier en dehors de la souka durant tous les jours de la fête de Sukkot, ça s'adresse à celui qui a une souka qui est personnelle, c'est-à-dire personnelle, privée, familiale, et qui a l'occasion, la possibilité de le faire, et qui ne le fait pas. Là, évidemment, ça n'est quelque chose qui n'est pas bien du tout. Est-ce que ça a le même statut lorsqu'il s'agit d'une souka familiale ou d'une souka communautaire? C'est ce que nous avons développé ce matin, et nous avons rappelé que, voilà, Michel a juste fermé la porte parce qu'on enregistre ici. Voilà, merci. Nous disions donc que le statut d'une souka familiale et d'une souka communautaire n'est pas le même statut. Parce qu'une souka communautaire, comme son nom l'indique, c'est la souka de tout le monde, absolument toute la communauté. Une souka familiale, c'est la souka personnelle et familiale. Alors, en Eretz Israël, ou Baruch Hashem, c'est tellement répandu de pouvoir accomplir la mitzvah de Sukkot de la façon la plus belle, la plus idéale. Baruch Hashem, dans tous les milieux communautaires les plus répandus, les plus larges, les plus orthodoxes aux plus traditionnalistes, et parfois même des gens qui se prétendent non religieux du tout, eh bien, ont à cœur de respecter la mitzvah de la souka, quel que soit le niveau de kavana. C'est avec une intention de s'identifier à un des épisodes clés de l'histoire du peuple d'Israël. Donc si ce matin on a parlé de la mitzvah qui était vue différemment selon les poskim, notamment la vision des poskim sfaradim, ashkenazim et d'Afrique du Nord, puisque nous faisons toujours cette distinction dans notre enseignement, là où d'autres malheureusement ne le font pas assez souvent. Et donc je vous invite à voir la vidéo précédente pour cela. Pour cette deuxième vidéo, je voudrais que on rappelle quand même l'importance de savoir que la mitzvah de la souka, elle est bien sûr propice, comme disent nos sages, à protéger l'homme au moment de sa détresse, comme l'enseignent nos maîtres dans le Zohar HaKadosh au Parashat Tetzavé. En effet, ce qu'on appelle, vous savez, le fameux schach de la souka, cette toiture particulière, eh bien, elle s'appelle également Tila Dinenouza, c'est-à-dire l'ombre de la foi. Le fait de sortir de sa maison qui est construite en dur et qui est rassurante pour ceux qui placent leur confiance dans la matérialité, tout d'un coup, on vient et on choisit un moment clé du calendrier, c'est-à-dire juste après Rosh Hashanah, Yom Kippour, et on arrive au sommet de la joie avec la fête de la souka. Alors pourquoi? C'est ce qu'on développera dans la mitzvah de se réjouir pendant la fête de Sukkot, mais la mitzvah elle-même qui consiste à l'échev basouka, à séjourner dans la souka, c'est-à-dire boire, manger et même dormir quand on vit en Eretz Israël notamment. C'est une mitzvah d'aseh mina Torah, c'est-à-dire une ordonnance positive de la Torah, de consommer au moins un kazaïd de pain de la souka le premier soir de Sukkot. Même si c'est idéal de le faire pour les autres jours, mais au moins le premier soir, c'est une mitzvah. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des Sukkot communautaires comme la nôtre, eh bien, nous organisons un véritable défilé de kiddush avec motzi, où tout le monde peut manger et accomplir cette mitzvah. Encore faut-il évidemment que chacun ait à cœur d'accomplir la mitzvah comme il convient, c'est-à-dire d'aller se laver les mains et de manger du pain et de ne pas être un peu feignant, parce que c'est malheureusement dans nos dernières générations ce qui se produit parfois pour ne pas avoir à faire du Birkat Hamazon, alors il se prive d'une mitzvah minatora. C'est vraiment un dommage et c'est presque un sacrilège. Alors d'autant que cette année ça va tomber Shabbat et il faut absolument veiller à ce que, voilà, sur place, vous aurez comme d'habitude, vous aurez du pain, vous aurez d'abord le vin, vous aurez le pain. Alors certains font effectivement mésonodes pour faciliter, mais c'est juste bediavad. A priori, pour le premier soir, c'est préférable du pain. Et c'est vraiment, si on est malade, qu'on ne supporte pas le pain, c'est encore autre chose, on serait même dispensé dans ce cas-là. C'est en tout cas, d'après la plupart des poskim, il faut absolument manger au moins un kazaït, c'est-à-dire 25 grammes, 30 grammes de pain
dans la souka, au moins le premier soir. Au même titre que c'est une obligation de la Torah de consommer un kazaït, par exemple, de matzah. Le soir de Pessah, c'est la même chose. Dans la Gemara de Souka, dans la page, Daf c'est en hébreu, dans la page 27a, nos Chachamim apprennent cette obligation à partir de l'analyse de différents versets. En tout cas, cette quantité de kazaït de pain, donc 27 grammes, doit être consommée sans interruption. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer à raconter sa vie, prendre son temps. Et sans interruption, ça ne veut pas dire qu'il faut s'étouffer non plus. Manger à la file jusqu'à ce qu'on ait consommé. Et ceci, on a à peu près 4 à 5 minutes pour le faire, ce qui est suffisant. C'est pas le moment de parler d'autre chose. Il faut vraiment se consacrer à la mitzvah, de ne pas passer à côté de la mitzvah. Si une personne l'a consommé en un peu plus de temps, 7 minutes et demie, eh bien, d'après les poskim, cette personne est quand même quitte Beli Avad a posteriori. Maintenant, on va essayer de nous accorder un temps d'explication, de compréhension de cette mesure finalement qui peut sembler relever pour le néophyte de relever du détail, on ne comprend pas. En fait, toute consommation inférieure à cette mesure de kazaï de 27 grammes, elle n'est pas qualifiée par la plupart des décisionnaires comme une consommation par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Et de même, les différentes consommations ne s'additionnent pas les unes avec les autres si elles sont consommées en un laps de temps qui est supérieur à 4 ou 5 minutes. C'est pourquoi les khatrila, a priori, il convient de faire les deux. Et de consommer dans les 4-5 minutes et de veiller à un bon motzi d'au moins 27 grammes. Et au Hachem, ici, nous avons chaque année du pain à profusion pour tous ceux qui veulent manger sous la souka. Si l'on consomme une miette de pain maintenant et qu'on en consomme une autre dans 1 heure et ainsi de suite, même si on arrivait à la quantité totale de kazaït, d'à peu près 30 grammes, eh bien, on considérera qu'il n'y aura eu aucune consommation parce que ça aurait été l'histoire du petit poussier miette par miette. Et ça, c'est pas ça la mitzvah, c'est vraiment de manger. Maintenant, les khatrila, il est juste de s'acquitter de tous les avis halachiques en consommant dans la souka une quantité de kabetza, c'est-à-dire 54 grammes de pain le premier soir, donc c'est encore un peu plus. En tout cas, telle est l'opinion du Chazon Ovadia. Il y a d'autres opinions différentes. En tout cas, d'après tout le monde, c'est la première opinion, au moins 57 grammes, et d'au moins, au moins 27 grammes, c'est-à-dire au moins kazaït. Et si on le peut, si on en a l'appétit, eh bien, on consommera au moins 54 grammes. Maintenant, le dernier cas soulevé dans cette halakha du jour, c'est le statut de celui qui souffre d'être dans la souka. Quelqu'un peut avoir des douleurs de dos terribles, quelqu'un peut avoir des rhumatismes, notamment quand il fait froid. Les années ne se ressemblent pas. Il y a des années où il fait tellement chaud sous la souka, c'est ce que d'aucuns appellent l'été indien. C'est même agréable d'être dans la souka dans ce cas-là. Mais des fois, on arrive certaines fois où souka tombe beaucoup plus tard que cette année et du coup, il fait très 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 froid, il faut se couvrir et on risque de s'enrhumer. Alors, quel est le statut donc de celui qui souffre d'être dans la souka? Il est dit dans la Torah, pendant 7 jours, vous siégerez, vous résiderez dans les soukot. Nos Chachamim commentent ainsi, vous siégerez, vous séjournerez de la même manière que vous habitez. Teshevu ka'ain taduru, le dit le texte en hébreu. Cela signifie que la Torah ordonne de consommer dans la souka seulement à la manière dont nous le faisons dans notre propre maison. Et par conséquent, si le premier soir de la fête, il pleut même à torrent, ou que la lumière s'est éteinte dans la souka, ou même s'il y a des mouches ou des moustiques qui dérangent, ils sont à profusion, c'est notamment dans les pays très chauds comme en Eretz Israël, ou qu'il y a tout simplement beaucoup de vent, ou même qu'il y a une mauvaise odeur, dans toutes ces situations qui rendent l'accomplissement de la mitzvah vraiment pénible et le repas lui-même pénible, eh bien, on est tout simplement exempt de manger dans la souka, selon le principe de mitztaer patur min souka. Celui qui souffre du fait d'être sous la souka, il est exempt de la souka. Et donc, on peut être surpris parce que, a priori, on encourage au maximum d'appliquer la halakha de l'Khatrila. D'abord, d'être dans sa souka à la maison. Et puis, si on n'a pas la souka à la maison, alors participer à la souka communautaire et manger, etc. Et puis, pour en arriver à dire que finalement, celui qui souffre, il est pas tout, il est dispensé. Mes amis, pour cela, il faut comprendre que la Torah, ça n'est pas seulement, comme beaucoup pourraient le penser, un ensemble de règles et de mesures qui sont radicales, carrées et qui seraient inadaptées à la réalité humaine telle qu'elle est vécue par chacun de
de nos membres, des membres de nos familles. On tient compte, les Chachamim, la Torah eux-mêmes. Eh bien, la Torah et les Chachamim eux-mêmes considèrent que si cette mitzvah, elle doit être accomplie exactement comme la Torah le dit, Keren Taduru, il n'y a personne qui, par exemple, va entrer chez lui en plein hiver et ouvrir la fenêtre alors qu'il grelotte. Ça n'existe pas. Il va fermer la fenêtre, il va mettre un chauffage. C'est la raison pour laquelle, a priori, si on peut avoir des conditions analogues, tant mieux, mais pour des raisons de sécurité, on évite et on recommande d'ailleurs d'éviter les chauffages, etc. Il y a eu même dans le passé des choses assez pénibles qui sont produites et qu'il faut éviter à tout prix. Donc, a priori, si on est en bonne santé, les conditions générales sont réunies, alors c'est ainsi qu'il faut accomplir la mitzvah. Et si c'est pour tomber malade ou qu'on est déjà malade, il va de soi que un mitzvah, pato minasuka, celui qui souffre, est effectivement, il est pato, c'est-à-dire qu'il est dispensé de la souka. En tout cas, selon l'opinion de notre maître, le Rambam, mais aussi de nombreux autres Rishonim, de nombreux décisionnaires de l'époque médiévale, ce principe est valable même le premier soir de la fête de Sukkot, malgré l'obligation de la Torah de consommer ce soir-là un kazaï de pain sous la souka. Et bien que pour les autres mitzvot de la Torah, on reste soumis à l'obligation d'accomplir la mitzvah, même si on en souffre pour les autres mitzvot, en ce qui concerne la mitzvah de la souka, elle est différente sur ce point, car il y a une condition à son accomplissement, selon laquelle l'habitation dans la souka doit ressembler à l'habitation de l'homme dans sa maison, et par conséquent, toute personne qui souffre du fait d'être dans la souka, eh bien, en est exempte complètement. Cependant, selon l'opinion du Rosh, mais aussi d'autres Rishonim, on reste soumis à l'obligation au moins de résider dans la souka le premier soir, même si l'on en souffre. Je sais que mon père était très makpid, mon père, Tzadik Bracha, Rabbi Shimon Zini, avait l'habitude, on vivait là-bas dans le sud de la France, et où, pour ceux qui connaissent la région, la période de Sukkot, il y a des pluies diluviennes. C'est les endroits où les pluies sont les plus torrentielles qui soient. On connaît le sud de la France comme étant une terre de soleil, mais rarement comme une terre de pluie. En vérité, les pluies sont vraiment, vraiment d'une force et d'une intensité extraordinaire. Et pour Sukkot, il n'était pas rare d'arriver le premier soir de Sukkot, et il y avait une pluie incroyable. Les gens étaient un petit peu déçus et rentraient à la maison. Et de plus loin que je me souviens de mon enfance, mon père, il s'entêtait, il dit, écoute mon fils, c'est le premier soir de Sukkot, il faut tenir compte de l'opinion du Rosh et de la tradition de son propre père, et donc on attendait jusqu'à ce qu'il y ait une accalmie, même de 10 minutes, pour accomplir la mitzvah sans la pluie et sans... Parce qu'effectivement, en pleine pluie, on ne le fait pas. On doit attendre que ça se calme et finalement, on doit a priori faire un effort. C'est en tout cas ce que tranche le Rosh. Et on a déjà dit que Maran Abed Yosef tranche dans le Shulchan Aruch suivant l'opinion du Rambam, selon laquelle dans toute situation de souffrance qui est causée par le fait d'être dans la souka, on est exempt de la souka, et cela même le premier soir. Maintenant, si quelqu'un voulait, comme le Rosh, s'imposer la Khumra, c'est-à-dire la rigueur de siéger dans la souka, notamment lorsqu'il pleut, il ne doit surtout pas réciter la bénédiction de l'Eshev Bazouka. Enfin, ce que dit le Rav ici, c'est dans la mesure où il pleut à torrent. Mais si c'est fait comme le faisait mon père, c'est-à-dire d'attendre qu'il y ait une accalmie, bien sûr qu'on fera l'Eshev Bazouka. D'ailleurs, quel intérêt ce serait de rester si c'est pas pour faire l'Eshev Bazouka? Il n'y aurait plus aucune différence. Et selon l'opinion de Maran, cette bénédiction serait récitée en vain lorsque, dans un tel cas, on serait exempt de cette mitzvah. Enfin, tout cela, c'est selon l'opinion du Rav Ovadia Yosef, qui considère que chaque fois qu'il y a un doute dans la légion des poskim qui s'expriment sur s'il faut ou pas faire une bracha, s'applique le principe, ça fait que barachot lehakel, c'est-à-dire là où il y a un doute sur la récitation de bénédiction, il vaut mieux être mekel, c'est-à-dire moins rigoureux, plus licencieux, et ne pas la faire. Mais tout ceci n'est vrai, nous dit Rabbi Shalom Essas, que à la condition qu'on n'ait pas un minhag en ce qui concerne une bracha. Par exemple, on a la bracha du Halé de Rosh Chodesh, donc le Rav Yosef et Bessi Yato, c'est-à-dire dans sa lignée, tous les grands poskim ce qu'on appelle les communautés orientales, en hébreu Aïdot HaMezrach, eh bien effectivement, le jour de Rosh Chodesh, ils ne font pas le Halel avec bracha, parce qu'ils appliquent leur principe et leur mina qui est tout à fait respectable. Mais il y a un autre mina qui est tout aussi respectable,
qui est celui des communautés non seulement ashkénazes, mais aussi des communautés séfarades d'Afrique du Nord, où elles, pour la plupart, surtout en Algérie et au Maroc, et même une petite partie minoritaire des communautés tunisiennes qui, le jour de Rosh Chodesh, font le Hallel avec bracha. Alors pourtant, il y a un safek brachot, c'est-à-dire il y a un doute apparemment de vrai de Mekel, et bien c'est là où dire, rappelle Rabbi Shalom Messa, c'est un autre klal, un autre fondement de halakha, c'est que dans tous les cas où on dit safek brachot de laquelle, c'est lorsqu'il n'y a pas un minag établi de faire la bracha. Mais quand le minag établi est de faire la bracha, on ne dira pas sabal, on ne dira pas safek brachot de laquelle, et on fera quand même la bracha. Et c'est ce que nos communautés font aussi bien en France qu'en Eretz Israël, concernant la bracha du Hallel de Rosh Chodesh, et concernant également les brachot de la Souka. Je termine enfin. Dernier point qui est soulevé ici, pour les personnes qui sont malades ou qui ont froid sous la Souka, une recommandation de nos sages, c'est bien sûr de s'habiller chaudement. Notre maître, le Chavetz Chaim, écrit dans la Mishnah Berurah que s'il fait froid, il faut veiller à revêtir des vêtements chauds pour manger dans la Souka, et ne pas s'exempter soi-même et perdre la mitzvah gratuitement simplement parce qu'il fait froid. Il y a des gens, vous savez, ils se découragent très rapidement pour l'accomplissement du mitzvah, un coup de chaud, un coup de froid. Le moindre prétexte est bon pour écouter le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et s'acquitter de la mitzvah. Il faut être intelligent et avoir la même attitude que n'importe quelle personne aurait en termes de bon sens, s'il suffit de se couvrir pour pouvoir accomplir la mitzvah, alors qu'à cela ne tienne. Enfin, le Rav Yosef ajoute à cela qu'il faut veiller particulièrement à revêtir des vêtements chauds pour manger sur la souka, car dans le cas où la personne souffre du froid, elle serait exemptée de la souka, et sa bénédiction serait donc en vain. Donc, sur la logique de celui qui, dans un des cas, ne fait pas la bracha, il ne faut pas qu'il crée les conditions de devenir, en quelque sorte, exempt de la mitzvah. Au contraire, on doit créer les conditions pour respecter la mitzvah, Yehiratson, que nous puissions tous accomplir la mitzvah le premier soir et même les jours d'après. Amen. Rabbi Hanan ben Akshay Omer, Kadosh Baruch Hu Zikra Vira, Il Balen Comme Shemar, Ana Hafiz Antikod Il Torah, Veyadir Kaddish al Israël.